On arrive toujours à se gagner généralement. Encore. Là, pour la pizza, est-ce qu'il faut que je fasse une pause dans la présentation ou les gens servent? Moi, je m'en sers. Je vais en manger. Je sers aussi. Je ne savais pas que c'est où la 3. Ouais. C'est dans la 4, ça fait bien sentir la pizza. Sur la bonne voie. La bonne direction. Allô? Bon, salut. Je suis le de Je vais dans le corridor. Et là, j'ai l'actualité, là, j'ai un loi de 86, j'ai fait sur les. Ouais, ben, j'en ai entendu parler. Une fois que tu as sur les communautés, je me demandais à quel point le travail de ceux qui finissent une information était pratiqué justement par les lois. Nous, c'est plus que les informations qui sont données par. Ouais. Est-ce que vous êtes impacté par les lois? C'est plus pour résultats dont impact les lois? Je pense que c'est un peu des deux, selon les programmes et puis I'm gonna actually have to il y a des choses qui vont être clairement impactées par les lois et sur le stade la loi des signes celui qui sont droit de faire monter nous ça impacte par rapport à ces attaques. Tu vas des fois tu avec les printing numbers et participer sur le domaine des services, tu participes à des rapports pour décideurs, juste à ça. Oui, j'ai une guette de parler un peu là parce que pour forcément des politiques. No, stay on. J'aime pas avoir That would be crazy. That would be a major recognition. They sold the device, but it was sold back to I mean, not Lori has to resell their stuff. I get that. What? What? Can you take picture if you want? Même que c'était plus long. Right. C'est des grands entreprises. Ça J'essaie d'adapter mon contenu. Une deuxième séance, jeudi prochain. OK. Aujourd'hui, ça va être plus comme Autochtone 101, là, OK. la base. Puis le prochain, on va tomber plus sur la recherche, puis les collaborations. Vraiment, je fais ça en 3 heures d'un peu, mais bon, la première fois, je vais le penser par les ça fait dans. C'est d'accorder dans les heures d'étudiants. C'est ça. 3 heures, c'est un peu, des fois, c'est un peu chargé. Il y a 3 heures qu'on peut il y en a qui me disent que c'est un peu chargé. Fait que là, le 1 en 2, je pense que bien. On a le temps d'être comme. Je pense à se poser la prochaine fois aussi. Ouais, mais oui, se poser un peu, là, parce que il y en a d'autres qui disent que c'est quand même toute l'information de bien.
Vous étudiez tous dans comme, le même programme ou il y en a qui sont en différents programmes? Je pense qu'on peut tout dire qu'on est dans le informatique. Ah oui. Ouais. C'est le programme de géomatique appliquée. Ben, c'est le département géomatique. OK, c'est ça, mais Oui. Mais, ben là, mais, moi, j'ai juste 3 qui est étudiant. Non, je suis employée. OK. Ouais. C'est bon. Et vous êtes employé, on peut faire une photo, on peut se présenter. Ben, je vais commencer. Moi, c'est Chloé Corbin-Smith, je suis conseillère principale aux relations et à l'engagement avec les familles à l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi un petit mandat à la faculté de droit, puis un mandat au SARIC, le service d'appui à la recherche, justement, faire de la recherche pour la relation avec les premiers peuples. Allô? Fait que je sais pas si vous voulez dire rapidement quelque chose de très. Ouais, moi, c'est Maxime Fadez. Je travaille avec le professeur Cathy Touba. C'est de la recherche. Je travaille avec ces projets. Sur les lacs, Gaëlle, Gaëlle Léomonia. Je suis professionnelle de recherche avec Myriam Lemoulin qui travaille plus en centre planétaire, mais on a fait du terrain en article sur la géologie. Ouais, Gabriel, je suis technicien du département. Fait que, comment dire, c'est des tâches techniques. Justement, sur parler de ça sur le terrain, ou est-ce qu'il faut des étudiants pour en faire. Étudiante là? Ouais. Ensuite, je change de cours, C'est quoi ça, je dans les questions? Absolument. Est-ce que les autres, c'est tous des étudiants ou il y a des. Ouais, c'est étudiant. Comment? Je suis installée à mon. Ok, c'est Est-ce qu'on a personne en ligne? Comment? Il y a 10 personnes en ligne. OK. Non, non, c'est correct, merci. Ah, ben oui. Bonjour tout le monde. On est loin, mais je vais essayer de porter ma voix. Fait que là, j'ai compris que les pizzas, c'est vraiment vraiment dur. Allez-y, venez-vous pas si vous avez faim. Pour ceux qui viennent d'arriver, mon nom c'est Chloé Corbin-Smith, je suis conseillère principale aux relations et à l'engagement avec les premiers peuples à l'Université de Sherbrooke. Je travaille directement moi, au cabinet du rectorat, mais j'ai aussi un mandat au service d'appui à la recherche de l'Université de Sherbrooke et un petit mandat aussi à la faculté de droit. Donc, pour me présenter plus personnellement, moi, je suis une autochtone statuée. Je suis Ghanaienne Guéraga des Six Nations of the Grand River. C'est une nation autochtone qui est située en Ontario et qui regroupe 6 nations autochtones enfants. Finalement, tout le nom est les Six Nations. Donc, on voit ici, bon, c'est une photo de moi et mon père en accréditation, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai gradué. On voit ici mon grand-père, celui avec le chapeau là, des Marines. William Smith, qui était, qui était aussi autochtone. En fait, c'est un ami autochtone. Lui, il a fait les pensionnats pour enfants autochtones, même s'il n'a pas grandi dans sa communauté. Il a eu cette expérience-là de vie quand il était jeune. Il y a ici mon arrière-grand-père, William Smith aussi, que lui, en fait, est né dans sa communauté, mais a dû en sortir là, parce qu'il était complètement sourd et muet. Je suis partiellement sourde, donc si vous avez des questions, il faut vraiment me parler fort parce que ça se peut que je ne vous entende pas très bien. Donc voilà, petite présentation personnelle sur ma famille.
Avant de commencer, j'aimerais faire une petite reconnaissance territoriale. Donc, le campus principal où est-ce qu'on se trouve en ce moment est situé sur le territoire en fait, de la nation Wabanaki. Ça se nomme le Dakina. Donc, le Dakina, c'est tout ce qu'on voit en vert ici. On voit que la cartographie actuelle ne représente pas du tout les limites et les frontières là, des communautés autochtones. Donc, les Abénakis, leur territoire du Dakina, part du fleuve et se rend jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, on a des communautés abénakises aussi dans le Maine aux États-Unis. Et ça descend là, jusqu'à la limite ici. Donc, je pourrais vous expliquer c'est qui les Abénakis au Québec, mais je pense que je vais vous montrer une vidéo qui l'explique eux-mêmes, en fait, qui ils sont et leur héritage culturel. Donc, je vais commencer en vous présentant ça. Donc, ici, on va voir dans la vidéo, c'est des Abénakis de Odanak et de Wolinak. Juste avant de vous montrer la vidéo pour que vous ayez le contexte, là. En fond, Odanak se situe ici et Wolinak se situe là. Donc, ici, c'est Trois-Rivières. Alors, se situe comme entre une communauté avant, une communauté après Trois-Rivières. Quoi? Que veut dire Abénaki? Ça vient de Wabanaki ou Wabanaki, qui veut dire peuple du soleil levant, peuple de l'aurore. Les Abénakis, on les retrouve principalement dans deux communautés au centre du Québec. Donc, Wolinak et puis Odanak. Moi, je dis souvent aux jeunes, la communauté, c'est un petit territoire de rien, mais nous autres, on a un grand territoire. Il y a plein de choses là-dedans qui me rappellent qui je suis. La belle rivière Saint-François, l'Alcigonne, tout. Donc, la rivière Saint-François, c'était la rivière qu'on disait qu'on était les gardiens de cette rivière. On était les gardiens de la rivière Saint-François. Donc, on devrait s'appeler Alcigonne-Tegouillac, les gardiens de la rivière Saint-François. Il y a une lettre qui n'existe pas en langue française ou anglaise, qui est le 8. On. Ça sonne comme une bernache qui vole. On. Ouais, and then it was disponible. And then on va quoi? Une wiggle de nac, mettre une carte avant, une guidance, une carte comme ça. Il fallait que j'apprenne la langue parce que je me suis dit, hey, ma grand-mère, elle parlait pas la langue. Elle connaissait des mots quand elle était jeune. Fait qu'elle n'a pas appris à ma mère. Fait que ma mère, mais pas de connaissance. Fait qu'elle ne nous l'a pas montré. Quand j'ai appris la langue, je me suis dit, je vais reconnaître tranquillement. Parce que le moment qu'on perd la langue, on perd une partie de notre identité. L'Abénaki, c'était considéré pratiquement disparu au début des années 2000, avec très peu de gens qui le parlaient. Maintenant, dans la vie de tous les jours, tu as des gens de peu partout au Québec qui vont te dire quoi. Que ce soit la langue, que ce soit les danses, les chants, l'histoire, etc. N'importe quoi qui fait en sorte que ça te reconnaît. Puis ça garde la culture vivante. C'est ça le but de réapprendre la culture, c'est de la conserver. C'est la langue pérenne, en fait. Puis avec les affaires-là, on se promène par tout ce territoire, on fait des recherches, en fait, des analyses historiques, avec des archives, des cartes, puis des plans comme ça. Puis on va trouver des faits importants culturels pour la nation, puis ensuite on va aller faire des fouilles là-bas. Ça affirme notre présence millénaire sur le territoire. Ça démontre en fait notre utilisation et notre lien fort qu'on a avec le territoire. L'art Abénaki qu'on reconnaît le plus souvent, c'est la vannerie, c'est la fabrication de familles de freins noirs spécifiquement. Ça consiste à couper un frein noir, faire des entailles dans l'arbre pour le battre avec le dos d'une hache. Mais souvent, ça se fait à deux personnes en rythme. Donc, tu fais tout, 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 tout. Ça s'appelle une battée. Puis là, tu le fais tout au long de l'arbre au complet pour enlever en fait l'âge de l'arbre. Donc, ce qu'on appelle des éclisses. Donc, tu vas faire des éclisses en enlevant l'âge de l'arbre, comme ça, en tirant. Les amincer aussi, les découper, puis par la suite, avec l'aide d'un moule, de vraiment venir tisser le panier. C'est un tressage qui a été transmis de génération en génération. Il y a comme un lien fort qui est créé avec le frein noir aujourd'hui. En fait, dans notre légende de création, justement, on est créé à partir de ce frein. On a été sculptés dans les freins, dans les femmes. Quand on a mis le pied sur la terre, on se fait mis à chanter puis à danser.
Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on doit continuer à danser aujourd'hui encore. On peut passer l'histoire en racontant l'histoire puis en parlant de l'histoire avec des dates et tout ça, mais on peut parler de chant. On va faire connaître le mode de vie et la vision du monde par les chants et par les danses. Notre chapeau traditionnel. C'est pour moi, ma présence dans les médias sociaux, c'est important pour que je puisse réapprendre puis reconnecter, mais c'est important aussi pour les autres autochtones pour qu'ils puissent voir un exemple de représentativité, de possibilité. Ce qu'on avait auparavant comme exemple de représentativité, c'était des stéréotypes. Puis maintenant, on commence à sortir de cette espèce de cadre-là. Ça permet aux jeunes de se reconnaître à l'écran. Ils étaient comme, ça pourrait être moi un jour. C'est ça, c'est vraiment ça l'importance de la représentativité, je trouve. La jeunesse autochtone vont croire, ils savent maintenant, en fait, que tout est possible. Ce que je voudrais que les Québécois sachent, c'est qu'on a été très proches. On est devenus alliés. On a appris à parler français. Quelques-uns ont appris à parler abénaki avec nous. On a des valeurs communes. Ça mériterait qu'on se rencontre, qu'on s'en parle plus, ou que les gens viennent nous rencontrer, qu'on puisse échanger avec eux, parce qu'on a une histoire commune. De venir à notre rencontre, de venir échanger avec nous. De créer des liens entre chacun. Supprimer l'ignorance et la méconnaissance de l'un de l'autre. Et voilà, donc les Abénakis, avec qui on collabore beaucoup à l'Université de Sherbrooke pour certains projets. Eux sont très actifs dans la recherche justement sur le territoire, comme on l'a vu. Là, voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir collaborer avec eux. Ils sont environ 3000 membres là, répartis en 2 communautés, à Odanak et à Wolinack, mais il y en a plusieurs qui vivent en dehors de leur communauté aussi. Donc, pour commencer, une petite introduction sur les enjeux actuels de la recherche en collaboration avec les organisations ou les communautés autochtones. Il y a plusieurs chercheurs qui tentent de créer des collaborations. Ça n'a pas toujours le succès souhaité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas toujours facilement. Premièrement, il y a certaines craintes historiques qui viennent de communautés ou d'organisations autochtones. Ils n'ont pas eu tellement raison de faire confiance dans le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines communautés qui vont être plus réticentes à créer des collaborations. Là. Puis, si ce n'est pas clair, c'est quoi ces collaborations-là avec des chercheurs. Ensuite, il y a une sursollicitation vraiment des communautés. Il y a énormément de chercheurs, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais à travers le monde, qui souhaitent collaborer avec des communautés autochtones, ce qui fait qu'ils sont très sollicités par les chercheurs. Souvent, les communautés, on pense qu'ils ne connaissent pas vraiment ça, la recherche, mais non, au contraire, sont très au courant. Puis, d'ailleurs, à Odanak, il y a un centre de santé. Puis, le directeur du centre de santé d'Odanak, il me disait que je pense qu'il disait, c'est quoi, comme par mois, il recevait comme une vingtaine de demandes de collaboration de recherche là, sur la santé dans sa communauté, mais ce sont 300. 300 personnes qui habitent la communauté de Dana. C'est un peu, c'est ça, ils sont très sollicités, donc ils ont un peu le loisir de pouvoir sélectionner avec qui ils ont envie de collaborer sur leur recherche. Ensuite, il y a quand même l'enjeu qu'il y a souvent les mêmes sujets qui vont revenir, des chercheurs ou des professeurs qui peut-être ne s'informent pas suffisamment sur les recherches qui ont déjà été faites dans le passé auprès des communautés, qui arrivent avec une idée, mais pour les communautés, c'est du réchauffé. C'est comme, on l'a fait il y a 5 ans, cette recherche-là, allez voir les résultats de la recherche, finalement. Il y a aussi plusieurs recherches qui ne vont pas avoir nécessairement des retombées concrètes pour les communautés. C'est sûr que dans un contexte de sursollicitation, les communautés vont peut-être plus sélectionner les recherches qui, pour eux, vont avoir des retombées concrètes plutôt que de mettre du temps sur des recherches pour lesquelles il n'y aurait pas de retombées pour la communauté. Ensuite, il y a des pratiques de recherche qui ont carrément écorché là, les communautés. Je pense que pendant plusieurs années, il y avait vraiment comme un genre d'inégalité de pouvoir dans les recherches. Donc, les communautés se sont senties beaucoup brimées par certains chercheurs.
Donc, ça aussi, ça a apporté certaines craintes. Il y a certaines communautés ou personnes autochtones qui se sentent étudiées puis ensuite abandonnées. Donc, il y a un chercheur, il y a comme toute une démarche qui est faite, il y a des efforts mis par l'organisation. Puis finalement, une fois la recherche terminée, ben, on n'entend plus jamais parler du chercheur. La collaboration comme, se termine à ce moment-là, alors qu'il y a beaucoup de temps qui est mis dans ces relations-là. Puis finalement, puis on va le voir lors de la prochaine présentation, mais c'est souvent arrivé que les données de recherche ont été utilisées à leur rencontre. Donc, des données qui sont utilisées, par exemple, par les gouvernements pour mettre en place certaines lois ou certaines restrictions aux communautés autochtones. Donc, c'est certain que les données de recherche elles-mêmes peuvent faire très peur aux communautés. Tout ce que ça crée, ben, ça va créer des frustrations, à la fois chez les personnes chercheurs et aussi pour les communautés ou les organisations autochtones. Donc, on essaie de, avec ma formation aujourd'hui, on essaie de justement diminuer ces frustrations-là, autant pour les communautés, mais aussi pour les chercheurs qui mettent du temps et qui souhaitent créer ces collaborations-là. Là, je ne vais pas juste parler du négatif, il y a aussi plusieurs réussites. Là, j'ai mis des photos, mais j'aurais pu en mettre plusieurs autres. Mais il y a plusieurs belles réussites de collaboration avec les communautés autochtones qui permettent à la fois des avancées pour la communauté, mais aussi pour les personnes chercheurs. Ça permet de créer des ponts entre deux cultures, finalement, ou deux types de savoirs. Puis, il y a un partage, puis il y a vraiment une réciprocité des savoirs et des ressources dans ces recherches. Donc, ce n'est pas que du négatif, ce n'est pas que des échecs, les tentatives de collaboration en communauté. Alors, je vais m'inspirer un peu de ce modèle-là sur lequel je travaille justement avec le bureau du Dakina, qui est le bureau de recherche de Odanak et de Wolinack. Pour vous, en fait, la formation est montée sur ce modèle-là. Donc, aujourd'hui, on va seulement toucher le point 1, qui est s'informer et s'éduquer. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment un Autochtone 101, qui sont les communautés autochtones, un peu avoir une idée de leurs enjeux, de leur histoire et tout ça. Puis, la prochaine rencontre, on va faire les points 2 à 8. Donc, c'est vraiment, quand on veut faire une collaboration de recherche avec les communautés, on devrait passer par quelle étape? Et pourquoi le modèle de la rivière? C'est parce que moi, j'ai vu plusieurs chercheurs, j'ai eu comme l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui ont eu des expériences de collaboration en communauté. Il y a plusieurs chercheurs qui vont commencer au point 4, on va dire. Ils commencent au point 4, puis là, ils essaient d'avancer dans leur recherche. Le point 4, c'est de prévoir les ressources financières. Donc, exemple, ils vont commencer avec, ils ont trouvé une subvention, puis là, ils veulent utiliser leur subvention et commencer à créer des collaborations avec les communautés. C'est pas impossible de faire ça, mais moi, j'ai parlé à plusieurs chercheurs qui vont vivre de grandes frustrations parce qu'ils se rendent compte que finalement, il faut qu'ils reviennent au point 1, il faut qu'ils reviennent au point 2, puis au point 3, puis là, ça fait des allers-retours, ça crée des frustrations, ça allonge le processus dans le temps. Des fois, la collaboration n'est pas encore mise en place, que le temps requis pour la demande de subvention est comme presque terminé. Alors, il y a des chercheurs qui n'ont pas réussi finalement à mener leur projet de recherche. Puis finalement, quand ils arrivent au point 8, ils sont épuisés, sont essoufflés, ils n'ont plus envie de faire des collaborations avec des communautés autochtones. Ils se disent, c'est trop compliqué, moi, je ne m'embarque plus là-dedans. Tandis que si on part du point 1, puis qu'on descend le courant lent, le rythme normal de la rivière, puis qu'on arrive au point 8, j'ai parlé à des chercheurs pour qui, au contraire, ils avaient envie de continuer ces collaborations-là. Ça avait été une super belle expérience. Donc, c'est un peu un modèle qu'on n'est pas obligé de suivre à la lettre, mais c'est une recommandation, en tout cas, de l'ordre dans lequel on devrait faire les choses. Donc, le point 1 qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'informer et s'éduquer. Donc, c'est quoi s'informer et s'éduquer? Utiliser les bonnes terminologies pour s'adresser aux peuples autochtones. Connaître c'est quoi leur lutte, leurs enjeux, leur histoire. Ça permet d'arriver avec des projets de recherche qui répondent aux besoins des communautés. Puis particulièrement, si vous avez des communautés en particulier ou des organisations avec lesquelles vous souhaitez travailler, bien, s'informer sur c'est quoi leurs enjeux, eux autres aussi, leur lutte aussi. Se renseigner sur la gouvernance unique de chaque organisation ou nation, parce que ce n'est pas un modèle copié-collé.
dans chaque communauté autochtone. Donc, trouver un peu l'information sur chacune des communautés avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Et finalement, ben, on va s'informer sur c'est quoi les sujets sensibles et les expériences de collaboration qu'ont vécu ces organisations ou ces nations-là. Donc, pour commencer, puis là, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, au fur et à mesure. Les terminologies et l'identité autochtone. Donc, je dirais le grand regroupement des Autochtones, on va les appeler soit les premiers peuples ou les peuples autochtones. En anglais, on va utiliser le terme indigenous. Puis ça recouvre trois sous-groupes. Le premier, c'est les Premières Nations. Les Premières Nations, c'est celles qui sont sous la loi sur les Indiens, donc qui est une grande majorité finalement au Canada des Premières Nations. On a ensuite les Métis qui sont comme... les Métis, c'est vraiment... c'est pas métis avec un petit M, c'est métis avec un grand M. Ça veut dire que c'est pas juste quelqu'un qui est à la fois autochtone et à la fois québécois. C'est qu'il y a vraiment des communautés métisses reconnues qui existent à travers le Canada et qui ont été... en fait, qui sont reconnues par le gouvernement du Canada. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des groupes métis qui ne sont pas les métis, donc qui ne sont pas les personnes autochtones du Canada. Souvent, les métis, on va les retrouver dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan. Puis, je pense qu'il y a comme quelques organisations aussi en Ontario. Au Québec, pour l'instant, il n'y a pas de communauté métisse qui est reconnue. Et finalement, on a les Inuits. Donc, souvent les Inuits qui vont se trouver vraiment plus dans le nord du Canada. Donc, c'est les trois sous-groupes. Donc, si on veut parler de ces trois-là, on parle des peuples autochtones ou des premiers peuples. Terminologie à priorité. Donc, quand on parle des Premières Nations, qui sont ceux qui souscrivent à la loi sur les Indiens, on évite d'utiliser le terme indien, même si c'est le terme qui est utilisé dans la loi, parce que ça fait référence aux Indiens de l'Inde, ça n'a pas rapport. Amérindien aussi, c'est un terme qu'on essaie de ne plus utiliser. On va vraiment parler de Premières Nations. Puis là, bien sûr, bon, tous les termes à connotation négative, comme sauvage, peau rouge, squaw, kawish, on ne les utilise pas. Ensuite, pour ce qui est des Inuits, on n'utilisera pas le terme Esquimau. Inuit au pluriel ne prend pas de S selon la langue inuit. Donc, on garde, quand on parle des Inuits, on va les laisser sans S. Et les Inuits, ce ne sont pas les Inuits. Les Inuits, c'est une nation, c'est une Première Nation. Souvent, ça arrive au Québec qu'on les mélange. Donc, sachez que Inuit et Innu, ce ne sont pas les mêmes groupes. Puis finalement, bon, au sens de la loi, on va parler de réserve autochtone, même réserve indienne, je crois, mais on va utiliser le terme communauté, qui parle en fait du lieu. Quand on veut parler du groupe, on va parler de la Première Nation. Alors, avant que je vous donne plus d'informations, je vous inviterai à remplir un petit quiz sur WooClap. Vous pouvez aller vous connecter, ça ne sera pas très long, juste pour tester vos connaissances. Les premiers peuples au Québec. Attends-tu un peu que tout le monde soit connecté? C'est bon? Vous y aller? OK. Première question. OK, là, c'est vraiment personnel. En termes de réalité ou de recherche autochtone, vous diriez que il manque un bout de phrase, là, mais vous y connaissez fortement, moyennement, peu ou aucunement.
OK. Ben, de façon générale, je vois que vous marquez quand même moyennement. Je suis surprise parce que souvent, quand je donne la formation à d'autres groupes, ils vont plus se situer dans le peu ou dans le aucunement. Fait que, ben, quand même, je trouve ça encourageant. Même une personne qui se dit fortement là, est au courant. Donc, ben, c'est bien. C'est bien que vous ayez déjà une petite idée ou tu sais, une idée vague des enjeux. Puis si vous ne connaissez aucunement, c'est vraiment correct aussi. On est là pour ça, pour apprendre, pour ne pas se sentir mal de ça non plus. OK. Celle-là est plus complexe. Il faut tenter de situer les peuples autochtones sur la carte. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez appuyer sur Inuit, par exemple, et aller le placer sur la carte. Même chose pour les Inuits, les Cris et les Abenaki. Bon, ben, je vois qu'il y a une tendance. C'est bien. C'est peut-être aussi dû le programme dans lequel je donne la formation. Mais oui, effectivement, la nation Innu, bon, ils vont se situer, les communautés Innu, ici là, sur la côte nord. Les Inuits ici, mais partout aussi au Canada, donc vraiment plus dans le nord du Québec. Les Cris, effectivement, vont se situer plus dans cette région-là. Et les Abénaquis, ben, vous avez bien compris, vont se trouver de l'autre côté du fleuve, jusque même l'océan Atlantique. Donc, c'est quand même bien. Quand même impressionné. Troisième question. Les premiers peuples représentent quel pourcentage de la population au Québec? Donc, la majorité a mentionné entre 1 et 5 et c'est effectivement la bonne réponse. Je vais vous dire la statistique plus précise, mais il me semble que c'est comme 2 points quelques pourcents au Québec. Au Canada, ça va plus se situer entre 6 et 10 donc, au Québec, le pourcentage est plus petit, mais à travers le Canada, je ne me souviens plus le chiffre exact. Mais c'est bon. Puis, dernière question. De ce pourcentage-là, combien de personnes autochtones résident en milieu urbain? Donc, ça veut dire en dehors de leur communauté. Je vois que la majorité dit de 10 à 20 On a quand même plusieurs qui mentionnent de 20 à 30 euh, quelques-uns qui ont mis moins de 10 ou plus de 40 euh, Actuellement, c'est plus de 50 des personnes autochtones qui vivent en dehors de leur communauté. Donc, on est entouré d'Autochtones, puis même récemment, j'ai vu un article qui mentionnait même que c'était rendu à 57 des Autochtones là, qui vivent en dehors de leur communauté. Donc, c'est faux de s'imaginer qu'ils vivent tous reclus dans leur communauté. Il y en a beaucoup qui, par la force des choses, souhaitent étudier, viennent dans les milieux urbains, puis ils
ils restent finalement, puis s'établissent là. Oui. Est-ce que c'est au Québec? C'est même au Canada en général, c'est ça? Là, ça, c'est la statistique au Québec. Au Canada, il faudrait que j'aille voir. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est assez semblable, honnêtement, dans les deux, il me semble. Donc voilà, fin de mon quiz. Vous avez quand même été bon. Donc, plus de statistiques, justement, ben, premièrement, on va regarder. C'est supposé zoomer la carte, mais bon, elle zoome pas. C'est un peu petit, là, mais on voit finalement les différentes communautés. Donc, on voit ici en haut, ça, c'est les communautés Innu. Tout ici, ce sont les Cris. Ceux en rouge foncé comme ça, ce sont les Anishinaabe, qu'on va retrouver plus en Abitibi, etc. Dans le bas, ici, là, vraiment plus au sud, ça va être les Mohawks, les Kanien'kehá:ka. On a ici les deux communautés abénaquises. Ici, en vert, je m'excuse. En vert, ce sont les Wendat, qui sont situés dans la ville de Québec. Sinon, ici, on a des communautés malécites, qu'on dit aujourd'hui Wolastoqiyik. Et ici, on a les Mi'kmaq en Gaspésie. Et finalement, ceux que je n'ai pas nommés, ici, plus dans le centre, là, ça va être les Atikamekw. Et ici, en haut, on a un point en blanc, ce sont les Naskapi. C'est ça, je pense que je les ai pas mal tous nommés. Donc, au Canada, on retrouve 630 communautés autochtones et 50 Premières Nations et plus. Au Québec, ça va être 10 Premières Nations et une nation Inuit. Donc, on a 11 nations autochtones au Québec. Ils sont répartis géographiquement dans différentes régions. Ils représentent environ 2 de la population québécoise et 53 de la population réside en milieu urbain. C'est une population qui est quand même très jeune. Plus de 50 de la population a moins de 25 ans. Et ce sont des familles plus nombreuses, on comprendra par le fait même. Et c'est une population qui est très mobile, donc ils vont souvent déménager. Ils vont avoir comme vraiment une hyper mobilité, justement. On en a des étudiants à l'Université de Sherbrooke là, qui viennent de communautés inuites, donc nécessairement sont habitués de se promener pas mal. Donc, d'avoir une super mobilité. Mais est-ce que chaque communauté va avoir sa propre langue ou il y a des langues qui sont en partage? Chaque communauté, chaque nation a pas mal sa propre langue. Ouais. Puis comme on voit, il y a certaines communautés que la langue est comme presque morte, mais il y a vraiment une revitalisation de ces langues-là, là, justement, pour éviter qu'elles disparaissent. Donc, plus précisément au Québec, là, si on veut les chiffres, donc on a les différentes nations. Et en termes de chiffres, comme là, je pense que la plus populaire, ce sont les Inuits. Oui, ce sont les Inuits. Ensuite, ce serait les Inuits. Non, les Cris. Et voilà. Juste pour avoir une idée du nombre. Donc, ensuite, la gouvernance chez les premiers peuples du Québec. Comment ça fonctionne? C'est assez... c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le connaître. Donc, on a l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador, qui s'appelle l'APNQL. Ça a été créé en 1985. Dans le fond, c'est une association des chefs là, de plusieurs communautés au Québec et au Labrador. On dit de nombreuses parce que ce ne sont pas toutes les communautés qui ont décidé de faire partie de l'Assemblée des Premières Nations. Donc ça, il faut quand même être au courant si on désire collaborer avec des communautés. Puis dans le fond, l'objectif de la PNQL, c'est vraiment de défendre leurs intérêts. Alors, tout nouvellement, là, on a un nouveau chef de la PNQL qui s'appelle Francis Béropol, qui est Innu. Puis avant, là, de 1992 à 2025, c'était Justin Picard qui était chef de la PNQL. Ensuite, sous la PNQL, il y a plusieurs commissions. Commissions sont un peu comme des genres de ministères, on va dire, selon différentes branches. Donc, on a la PNQL qui est la grande organisation avec les chefs, le RGPNQL qui est le réseau jeunesse, le C3S-PNQL, c'est là ici qui est la Commission de la santé et des services sociaux, le CDRH-PNQ qui est la Commission de développement des ressources humaines,
le CDE-PNQL, qui est la Commission de développement économique, et l'IDD-PNQL, qui est en fait la Commission sur le développement durable. Puis, suite à ça, il y a d'autres organisations qui existent. Par exemple, le CEPN, qui est vraiment pour l'éducation des Premières Nations. Donc, par exemple, la faculté d'éducation va beaucoup collaborer avec le CEPN. On a l'Institut Tchakapech, que ça, c'est pour l'éducation des Inuits. De toute façon, on a des organisations qui sont plus situées en milieu urbain, donc Femmes autochtones du Québec et le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, qui, en fait, c'est un regroupement pour lequel, actuellement, il y a comme un regroupement pour chaque grande ville au Québec pour justement les personnes autochtones qui vivent en milieu urbain. J'ai ajouté aussi le Conseil CRI de la santé et des services sociaux, parce que les CRI ont leur propre conseil concernant la santé et les services sociaux. J'ai mis l'Alliance autochtone du Québec. C'est un exemple parce qu'il en existe plein d'autres. J'ai mis un X parce que ça, justement, ce sont des organisations métisses avec un petit M qui se disent autochtones, qui tentent d'avoir des collaborations, justement, pour parler un peu de c'est quoi la réalité des Autochtones, mais ce ne sont pas des personnes autochtones reconnues. Et les personnes qui font partie de l'Alliance autochtone du Québec, par exemple, ne sont pas reconnues. Ici, à Sherbrooke, il y a surtout l'Alliance autochtone du Québec, ça s'appelle le KITNE, qui organise souvent vont organiser des marches, par exemple, ils vont faire des activités sociales. C'est vraiment bien qu'il y ait qui organisent des activités sociales. C'est juste que si on est un chercheur puis on souhaite collaborer avec des organisations autochtones, nécessairement, on ne collabore pas avec une organisation autochtone si on collabore avec eux. Donc, ça, c'est comme tout un dossier. Justement, l'IDD-PNQL, je voulais vous montrer un peu l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. On voit ici tout leur axe d'intervention, donc la protection du territoire et des ressources, le développement durable, l'identité des Premières Nations. Puis, c'est vraiment intéressant, leur site web, là, si on descend ici, on voit c'est leur dossier justement de conservation des écosystèmes, gestion de la pollution, etc. Puis, ils ont même mis plusieurs... ça, c'est leur collaboration justement, parfois de recherche, les réalisations qu'ils ont fait. Il y a des formations aussi, des formations des fois qui sont offertes pour les Premières Nations, mais aussi des formations un peu plus générales. Et finalement, ils ont mis certaines ressources aussi, donc des cartes à télécharger, des cartes interactives, plateformes de surveillance, etc. Fait que je pense que ça peut être bien d'aller s'informer sur ce site-là. Je pense qu'il y a quand même des ressources très intéressantes pour quelqu'un qui voudrait collaborer avec les communautés. Donc, finalement, de connaître la gouvernance chez les premiers peuples, c'est de connaître avec qui on va collaborer, finalement. C'est qui les acteurs légitimes avec lesquels parler. Donc, ça, c'est une première opportunité. Oui? C'est la question des métis. C'est là où j'ai une certaine confusion encore dans ma tête. Le petit thème et le grand thème. Oui, OK. Ils n'arrivent pas à bien séparer ces deux. OK. Le grand M, en fait, c'est parce qu'il y a eu une première vague d'immigration des Européens au Canada avant l'arrivée massive des colons. Puis ces premières petites vagues-là, ça a vraiment créé comme des mix entre les communautés, entre les sociétés. Donc, les métis du Canada, souvent, ça va être comme un hybride entre les cultures autochtones et les cultures européennes. Ça, c'est vraiment avant l'arrivée massive là, des colons. Donc, ça a vraiment créé des communautés en soi, des regroupements qui existent depuis de nombreuses années. Alors que métis avec le petit M, ça serait plus, exemple, moi, c'est pas un bon exemple, mais mon amie, elle a de la descendance autochtone à quelque part dans sa famille. Mais elle se considère métisse de ce fait-là, d'avoir comme une descendance, mais qui n'est pas considérée au centre de la loi, parce que, exemple, au centre de la loi, pour avoir le statut, il faut être de 2e génération maximum. Donc, si on est de 3e génération, donc ça serait comme notre
arrière-grands-parents qui étaient autochtones, on n'a plus droit au statut. Donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme une limite au sens de la loi. Première génération, deuxième génération, ça, c'est le grand thème, ça. Comment? Ça va être le grand thème, là. Donc, ça va être pour déterminer qui est une personne des Premières Nations, en fait. okay. Puis les regroupements avec le petit M, ça va être souvent des gens qui ont de la descendance de Premières Nations. Donc, ça n'a pas rapport non plus avec le thème métis avec un grand M, parce que ce n'est pas les mêmes communautés. Mais c'est quelqu'un qui a de la descendance Première Nation, mais pas assez élevé pour obtenir le statut, mais qui va quand même se dire métis. Okay. Ouais. Et en fait, c'est ça, il y a des organisations qui se créent et qui cherchent aussi à aller chercher certains droits, que ce soit sur le territoire de chasse et pêche, avec cette reconnaissance-là qui se sont donnés entre eux, qui se considéraient comme autochtones. Ensuite, pour la gouvernance dans les communautés mêmes. Là, je parle vraiment des communautés des Premières Nations. Ça va être différent dans les communautés inuites, mais pour ceux qui sont vraiment souscrits à la loi sur les Indiens. Donc, on va avoir un conseil de bande. Là, j'ai donné l'exemple du conseil de bande de Odanak. Ce conseil-là a vraiment un rôle politique. C'est comme l'interlocuteur, finalement, du gouvernement fédéral. Puis, eux, ils vont être responsables autant de la gouvernance, de l'administration des affaires, l'éducation, les écoles, le logement, l'eau, les égouts, les routes. C'est comme un rôle qui est plus grand qu'un rôle municipal, je dirais, parce qu'il y a aussi toutes ces relations-là avec le gouvernement fédéral. Puis, en fait, c'est eux comme au sens du gouvernement fédéral, ce sont eux l'organisation légitime avec laquelle s'adresser si on veut créer des projets. Par contre, en parallèle, dépendamment de la communauté, dépendamment de la nation avec laquelle vous travaillez, il va y avoir différents types de gouvernance. Ça, ce sont les types de gouvernance qui étaient bien souvent celles qui étaient appliquées avant qu'il y ait la loi sur les Indiens qui arrive et qui impose un type de gouvernance qui était le conseil de bande. Parce que le conseil de bande n'existait pas avant la loi sur les Indiens. C'est le gouvernement fédéral qui a imposé ça aux communautés. Moi, je vais donner l'exemple de ma communauté, les Chums. En fait, nous, comment ça fonctionnait? On avait des conseils de femmes. Je ne l'ai même pas mis dans le... Ah oui, il y a le conseil de femmes. Donc, nous, c'était des conseils de femmes qui étaient comme une chef par famille. C'est ce conseil de femmes-là qui élisait, par exemple, un homme qui allait devenir comme le chef de la communauté. Mais depuis la loi sur les Indiens, ce conseil de femmes-là a perdu tout son pouvoir, finalement, politique, décisionnel qu'il y avait avant dans les communautés. Puis dans d'autres communautés, ça va être un conseil d'aînés. Dans d'autres communautés, ça va être un grand conseil. Donc, il y a comme un désir de retourner à ce type de gouvernance-là qui a disparu. On va le voir, par exemple, chez les Abénaquis. Eux, il y a le Grand Conseil de la Nation Wabanaki qui a été finalement créé par les deux conseils de bande de Odanak et Wolinak. Ils ont décidé de créer le Grand Conseil. Finalement, c'est le Grand Conseil qui gère toutes les questions de recherche, entre autres, de gestion du territoire, etc. Il faudra aller voir sur leur site, mais c'est important de savoir ça parce que, comme chercheur, si vous souhaitez faire des collaborations de recherche avec les Abénaquis, ce ne sera pas au conseil de bande que vous allez parler, ça va être au Grand Conseil Wabanaki. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des recherches sur chacune des communautés avec lesquelles vous travaillez parce que ça va être différent d'une communauté à l'autre selon leur culture puis aussi qu'est-ce qu'ils ont décidé de remettre en place dans leur communauté. Donc, justement, ici, c'est un aperçu là, de la page du Grand Conseil de la Nation Wabanaki et le bureau du DAKINA, qui est le bureau de la recherche, justement, qui font beaucoup de recherche sur le territoire. Donc, ça va être vraiment avec le bureau du DAKINA que vous allez collaborer pour la recherche. Ensuite, on va parler maintenant plus de l'histoire et des enjeux vécus par les premiers peuples. Donc, je vais prendre une petite pause de parler. Je vais vous présenter une autre vidéo. Celui-là, j'ai pas... je vais mettre les sous-titres en français, mais il n'y a pas de sous-titres en anglais, malheureusement. Donc, il va parler un petit peu, là, justement, ça fait un petit retour sur ce que je viens de présenter, mais ça présente aussi une partie de l'histoire.
Les populations du Québec sont Innu, Inuit, Abenaki, Anishinaabe, Atikamekw, Crioux, Wendat, Malécite, Naskapi, Mi'kmaq et Mohawk. Bienvenue au cours Autochtone 102. Autochtone 102, c'est parce qu'on prend pour acquis que tu as déjà assimilé quelques notions de base, puis tu n'utilises pas des mots comme sauvage, squaw, kawish, indien pour parler de nous. Le mot autochtone désigne à la fois les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis. Il y a 11 nations autochtones. Si tu as réussi à apprendre les 12 mois de l'année, d'après moi, tu peux retenir le nom des 11 nations. Elles sont réparties sur tout le territoire. Les Autochtones représentent seulement 2,3 % de la population du Québec et constituent la population qui connaît le plus haut taux de croissance en ce moment. On a un taux de natalité 4 fois plus élevé que celui des non-autochtones. Attention, on est en train d'envahir le Québec. Ben non, c'est une joke, parce que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Les peuples autochtones ont fait l'objet d'un véritable génocide depuis l'arrivée des Européens. Ils ont subi plusieurs tentatives d'assimilation et d'extermination. En 1760, par exemple, le général Amherst a intentionnellement distribué des couvertures contaminées à la variole, à des communautés autochtones, ce qui a décimé la moitié de la population de certains groupes. Il avait inventé la guerre bactériologique. Pendant plus d'un siècle, un système de pensionnat mis en place par le gouvernement du Canada a séparé plus de 150 000 enfants autochtones de leur famille. Le but avoué de l'opération était de tuer l'Indien au cœur de l'enfant. Concrètement, ça voulait dire arracher les enfants des bras de leurs parents pour qu'ils grandissent loin de leur culture d'origine. Dans les pensionnats, plusieurs subissent des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Le taux de mortalité oscille entre 30 et 60 %. Je pense peut-être que ça, c'était dans l'ancien temps, mais ça s'est poursuivi jusqu'en 1996. 96, c'est pas si loin que ça. J.K. Rowling est en train d'écrire le premier Harry Potter. De 1940 jusqu'aux années 80, des dizaines de milliers d'enfants autochtones sont retirés de leur famille pour être adoptés par des Blancs, sans aucune autre raison que de faire disparaître les Autochtones. C'est ce qu'on a appelé la rafle des années 60, même si ça a duré bien plus qu'une décennie. Les femmes et les filles autochtones continuent de faire l'objet de violences particulièrement importantes. Au cours de l'histoire, elles ont régulièrement été contraintes à la stérilisation forcée. En 2014, la Gendarmerie royale du Canada reconnaissait que plus de 1200 cas de femmes et filles autochtones sont disparues ou ont été assassinées entre 1980 et 2012. Pour te donner une idée grandeur, c'est comme si 7000 blanches étaient disparues dans la plus grande indifférence durant la même période. Là, les amis, tu te demandes comment on a pu laisser ça arriver, hein? Ça, c'est à cause de l'histoire coloniale du Canada. Quand les Européens pensaient découvrir l'Amérique et les Indiens, se sont placés en situation de supériorité. Cette idée-là s'est ancrée dans les histoires, les cultures et les lois. Puis ça continue d'avoir des effets. Savais-tu que selon la loi sur les Indiens, qui est toujours en vigueur, un Indien inscrit est toujours considéré comme un mineur? Ça, c'est le prix à payer pour avoir le fameux avantage de ne pas payer de taxes. Encore aujourd'hui, des communautés autochtones vivent dans des conditions qui s'apparentent à celles du tiers-monde. Sans électricité, sans eau potable, sauf que c'est pas dans le tiers-monde. C'est ici, au Canada, un pays du G7. Plusieurs Autochtones subissent encore les effets du système de pensionnat, même s'ils ne l'ont pas vécu personnellement. Ça, c'est ce qu'on appelle des traumatismes intergénérationnels. Certains d'entre eux réussissent à guérir de ces blessures en se réappropriant des pratiques spirituelles de leurs ancêtres qu'on a voulu leur enlever. Là, tu te demandes sûrement qu'est-ce que toi, tu peux faire pour améliorer la situation des Autochtones. Ça tombe bien, on a des recommandations. Dans les dernières années, il y a eu la Commission Vérité et Réconciliation, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues ou assassinées, la Commission bien sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Chacune de ces initiatives a proposé plusieurs recommandations pour atténuer les effets du colonialisme et entreprendre un processus de réconciliation entre les nations. Par exemple, reconnaître ses torts, ce qui est un début, présenter ses excuses aux Premières Nations, inclure le point de vue des Premières Nations dans l'enseignement de l'histoire, favoriser l'apprentissage des langues autochtones, se renseigner sur les réalités autochtones. Puis toi, personnellement, tu peux découvrir les cultures autochtones. Par exemple, en visitant des espaces culturels et des musées, en écoutant des balados, en suivant la route des paroles du Québec, ou en regardant des films sur Wapikoni, ou l'un des 53 films réalisés par la cinéaste Abenaki Anani Sobomsawin. 53 films! D'ici là, notre prochaine leçon portera sur la représentation des Autochtones dans la culture populaire. Dani Kounit à Pocahontas. À la semaine prochaine, les amis! Voilà. Moi, en fait, ce que j'aime passer comme message là, sur l'histoire et les enjeux des premiers peuples, c'est que souvent, on s'imagine que ce sont
quand même des éléments du passé. Ça fait quand même un certain bout qu'on est rendu ailleurs aujourd'hui. Par contre, il y a encore de nombreux traumatismes récents chez les peuples autochtones. Je pense qu'il faut en être conscient quand on souhaite collaborer avec les communautés autochtones, d'être conscient de ces traumatismes-là, des traumatismes et des frustrations qui sont encore vécues dans les communautés. Premièrement, la loi sur les Indiens, qui est encore en vigueur aujourd'hui, elle l'a mentionné dans son vidéo, ça considère encore les personnes autochtones comme des mineurs. Donc ça, je ne vous expliquerai pas toute la loi sur les Indiens, de toute façon, elle est quand même complexe. Mais, par exemple, une personne autochtone qui vit dans sa communauté ne pourrait pas, par exemple, acheter une propriété, acheter un terrain. Puis, s'il souhaite léguer sa maison, par exemple, qu'il a réussi à obtenir une maison dans sa communauté, il faut que ça soit approuvé par le gouvernement fédéral pour qu'il puisse léguer cette maison-là. Puis là, avec aussi la perte du statut autochtone après une deuxième génération. Si par exemple, moi je suis deuxième génération, si j'habite dans une communauté puis j'ai une maison, si je souhaite la léguer à mes enfants, je ne pourrais pas. Parce que mes enfants sont considérés troisième génération, donc ils n'ont plus le statut à ce moment-là. Donc, c'est comme plein de petits éléments comme ça qui font en sorte que les Autochtones sont encore bloqués sur plusieurs choses. Puis en ne pouvant pas devenir propriétaire dans leur communauté, ça fait que souvent, ce n'est pas possible d'aller chercher un prêt à la banque parce que tu n'as rien qui te protège. Donc, quelqu'un qui vit en communauté, qui voudrait se partir d'une entreprise, ben là, ça devient complexe parce qu'il ne peut pas aller chercher un prêt à la banque. Donc, tout ça, ça crée finalement, ça continue de créer des inégalités chez les premiers peuples. Ensuite, ben, les pensionnats autochtones, le dernier qui a fermé en 1994, ben, ça a encore des impacts. Moi, je croise encore des étudiants ici qui sont allés dans les pensionnats autochtones. Donc, c'est très récent. Ce n'est pas une histoire du passé. Puis, les pensionnats autochtones, justement, j'avais retrouvé un lien qui mentionnait justement, quand on parle des traumatismes, de la recherche. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été menées dans les pensionnats autochtones, des recherches sur la nutrition, entre autres, de voir avec les enfants qui étaient mal nourris, finalement, c'est quelles vitamines qui leur manquaient pour réussir à déterminer, quelles vitamines on a besoin dans notre corps pour pouvoir bien survivre. Donc, c'est les enfants autochtones dans les pensionnats qui ont vécu ces effets-là de la recherche. Enfants autochtones morts ou disparus au Québec, ça, il y a eu un reportage d'enquête qui a été fait il y a quelques années là-dessus. C'est des familles qui envoyaient leurs enfants à l'hôpital pour se faire soigner. Puis l'enfant ne revenait jamais de l'hôpital. Puis ils pensaient que c'est parce qu'il était décédé à l'hôpital pour finalement se rendre compte qu'il avait été mis en adoption, ces enfants-là. Donc, les familles ne retrouvaient pas leurs enfants. Puis là, aujourd'hui, maintenant, il y a comme des recherches qui sont faites pour que ces familles-là retrouvent leurs enfants. On s'entend, c'est dans les années 80. Donc, c'est des gens qui ont maintenant au-dessus de 40 ans qui ont été mis en adoption. Ça a créé que les familles n'osaient plus envoyer leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils disaient, je ne sais pas si mon enfant va revenir. Donc, ça a créé beaucoup de souffrance dans les communautés. Et ça, c'est au Québec. C'est ça. Abattage massif de chiens de traîneau. Ça, en fait, c'est que dans les communautés autochtones, les chiens de traîneau, c'était quand même un moyen de transport, surtout chez les Inuits. C'était un moyen de transport très utilisé. Puis, en fait, il y a comme eu une interprétation de la loi que si un chien est errant, on peut la Sûreté du Québec va arriver et tuer ces chiens-là, finalement. Mais dans les communautés autochtones, les chiens ne sont pas tous mis en cage ni en laisse. Alors qu'ils arrivaient dans les communautés puis ils tuaient tous les chiens errants qui étaient là. Donc, il y a des communautés qui ont carrément perdu leur moyen de transport. Donc, ils ont dû acheter des skidoo, finalement. Puis là, maintenant, ils vont plus fonctionner pour skidoo. Pour ce qui est des femmes autochtones disparues et assassinées, ça, c'est encore en vigueur aujourd'hui. Il y a des milliers de femmes autochtones qui sont disparues, assassinées au Canada. Puis, il n'y a pas vraiment de recherche assidue faite pour retrouver ces femmes-là. Peut-être parce qu'elles sont autochtones, il y a comme peut-être moins un intérêt de mener ces recherches-là. Il y a eu plusieurs déportations. Là, ça, c'est un exemple que je donne, la déportation des Inuits de Pakwashipi, qui était une communauté Innu
Et finalement, le gouvernement, il trouvait ça un peu complexe de tout le temps devoir faire affaire avec cette communauté-là. Elle était quand même loin. Ça était quand même loin dans le nord. Donc, ils ont dit, ben, on va vous déporter dans une autre communauté. Donc, ils ont tout pris, ils ont forcé finalement les gens de la communauté à déménager dans une autre communauté. Mais là, les gens étaient comme, mais c'est pas chez nous ici. Donc, il y a plusieurs familles qui sont retournées à pied dans leur communauté. Puis là, maintenant, la communauté de Pakwashipi est toujours existante grâce à ces personnes-là qui sont retournées. Il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées en faisant le voyage pour retourner. La robe des années 1960, donc ça, on pense que c'est ça, c'est entre 1960 et 1990. Il y a eu plusieurs autochtones qui ont été mis en adoption sans avertir les parents. Là. Les parents, ils ouvraient le journal, puis là, ils voyaient que leur enfant était affiché en adoption. Puis finalement, ils allaient arracher ces enfants-là des familles, puis les mettaient en adoption chez les Blancs pour que ces enfants-là apprennent la culture des Blancs. Puis d'ailleurs, j'ai une collègue qui travaille à Bishop, qu'elle, justement, elle vient de la Saskatchewan, elle a été mise en adoption en Ontario. Donc, elle, c'est une enfant de la robe des années 60. Encore aujourd'hui, très récemment, il y a eu plusieurs reportages sur la stérilisation forcée des femmes autochtones. Donc, les femmes qui allaient accoucher. Et à la suite de leur accouchement, le médecin au Québec, particulièrement au Québec, le médecin décidait qu'elle avait eu assez d'enfants. Donc, elle faisait le ligament de ses trompes pour qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants, mais sans avertir la femme. Donc, on parle de stérilisation forcée. Sinon, il y a des pratiques policières comme les virées sous les étoiles qui... Excusez, je suis tellement essoufflée depuis que je suis enceinte. Là. Avant, j'étais capable de bien parler, mais là, je commence à manquer. Les virées sous les étoiles, c'est une pratique policière où est-ce qu'il y a encore plusieurs reportages aujourd'hui qui démontrent que c'est des pratiques courantes, où est-ce que pour faire dégriser une personne saoule dans une communauté qui aura un comportement dérangeant, les policiers vont l'embarquer en auto, ils vont faire comme 1 heure de route, puis ils vont la laisser en plein milieu d'un champ en disant, ben, retourne chez toi à pied, puis tu vas dégriser. Mais quand ils font ça l'hiver, des fois, ils vont enlever les bottes, enlever le manteau de la personne. Il y a eu des personnes qui sont décédées en tentant de retourner chez eux. En 1990, la crise d'Oka, qui a quand même eu un impact assez fort, je pense, sur la perception des Autochtones au Québec, qui est évidemment une crise territoriale. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi la crise d'Oka? C'est parce qu'il y avait une communauté Mohawk au Québec qui souhaitaient protéger une partie de leur territoire, qui était en fait leur cimetière ancestral. Ils souhaitaient protéger ça. Et la ville voisine, eux, souhaitaient agrandir leur terrain de golf sur ces territoires-là. Donc, les Ganyan-Biraga, les Mohawks, se sont opposés à ça. Ils étaient comme, ben non. Premièrement, c'est notre territoire, et deuxièmement, c'est un territoire qui a une valeur ancestrale importante pour nous. Puis, ce qui est arrivé, c'est que l'armée s'est mêlée à ça. Donc, il y a eu des grosses confrontations, finalement, pour une histoire de terrain de golf. Là. On comprendra comme que la gravité des choses est quand même spéciale pour l'objectif du projet, qui était d'agrandir un terrain de golf. Et finalement, plus récemment, il y a eu le décès de Joyce Echaquan. Je ne sais pas si vous avez passé ça sur vos réseaux sociaux. On a comme assisté en direct aux inégalités vécues par les femmes autochtones dans les milieux hospitaliers. Donc, une femme qui s'est faite insulter finalement à quelques minutes là, de sa mort, puis qui s'est filmée en direct. Donc, on a eu comme une preuve de ces insultes-là faites de la part du personnel dans les hôpitaux. Donc, ça a vraiment mené comme toute une réflexion, puis ça a un peu réveillé, je pense, la société par rapport aux injustices qui existent encore face aux femmes autochtones au Québec. Puis là, j'avais envie de vous montrer, j'ai le temps, fait que je vais en profiter. Très, très récemment, là, dans l'actualité, actuellement, il se passe aussi quelque chose d'important. C'est le projet de loi 97, qui est un projet sur le territoire et le droit des compagnies forestières sur ces territoires-là.
Donc ça se passe actuellement. Là, c'est il y a 3 semaines que ça l'a sorti. J'aurais pu mettre plusieurs traumatismes liés au territoire. Je pense que ça vous aurait beaucoup parlé. Mais je vais parler de celui-là qui est très d'actualité et qui suscite beaucoup de réactions et de mécontentement dans les communautés autochtones. À la gestion forestière du Québec était un des sujets. Les enjeux des Premières Nations face à la gestion forestière du Québec était un des sujets abordés lors de la 24e session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies qui s'est terminée cette semaine à New York. Le message pour le gouvernement est que le respect des droits des peuples autochtones est une condition indispensable à l'exploitation des ressources forestières. Filière forestière, c'est 6,4 milliards de dollars du produit intérieur brut québécois. En même temps, ici même au Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, dépose le projet de la loi 97 qui prévoit qu'un tiers du territoire forestier public serait réservé à l'industrie forestière. En fait, sur le tiers, il n'y a pas de pourcentage. Il y a un chiffre qui a circulé parce que le concept de triage, c'est un temps, mais ça va être vraiment fait de façon régionalisée. Donc, chaque région a ses particularités, les usages de la forêt. L'objectif du projet de loi 97, selon elle, est tout autant la conservation de nos forêts que l'atteinte des cibles du régime forestier. Mieux penser la forêt pour que l'ensemble des usagers puissent mieux s'y retrouver, que les activités puissent se faire de manière plus prévisible. Les Premières Nations Anishinaabe de Lac-Simon et Atikamekw de Wemotaci s'y opposent vigoureusement. Donc, ça va être des coupes intensives, vraiment, là, des coupes blancs, comme on disait dans le temps. On a plus de 30 ans, mais bon, cette façon de penser d'aménagement, on n'appelle pas ça l'aménagement, on appelle ça l'extractivisme extrême. Le vice-chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, John Eben Kokochi, rajoute que leur présence à New York a même peut-être provoqué le Québec à déposer ce projet de loi. On a fait des couvertures médiatiques lundi et mardi. Il y a eu justement là, une image là, qui a percé la pensée du Québec, là, les Québécois, concernant le non-adoption des MDPA. Là, ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, le ministre MRNF a déposé le projet de loi. Donc, c'est réellement une provocation. La ministre Blanchette-Vézina, quant à elle, insiste que la voix des Premières Nations sera entendue. La volonté, c'est de travailler avec les Premières Nations pour construire cette politique-là, pour s'assurer justement qu'on tienne compte de leurs inquiétudes dans le cadre de ce qui sera fait pour le zonage, mais pour les autres étapes aussi qui vont venir dans le cadre de la planification des activités forestières. Consultation peut-être, mais selon chef Wabanonic, c'est souvent un processus sans consentement ni dialogue réel. Même si c'était fait en bonne disposition, c'est qu'un processus, même les consultations, ce n'est pas une reconnaissance de nos droits. C'est ça qui est important de comprendre. Le risque du projet de loi 97 est non seulement une nuisance aux pratiques traditionnelles comme la chasse et la pêche, mais aussi la menace de la biodiversité du territoire québécois. On vit avec le territoire, on vit sur le territoire. Donc, c'est nous qui connaissons réellement quels sont les impacts de l'industrie forestière sur les géants, sur la faune, sur l'environnement. Donc, nous, on le voit depuis plus de 100 ans, quels sont les impacts, et on les subit concrètement depuis plus que 100 ans. La ministre, par contre, tient à rassurer que ce ne sera pas l'industrie qui va décider des zones et des récoltes forestières. Je rappelle qu'on a un forestier en chef qui s'assure qu'il n'y a jamais de récolte plus que les intérêts. Donc, on n'entend pas le capital forestier pour qu'on fasse un aménagement qui est durable, donc qui n'est pas des coupes à blanc ou de la déforestation. Pas convaincu, vice-chef Kokochi rappelle que ceci est non seulement un enjeu autochtone, mais bien un problème collectif pour la société québécoise et que celle-ci devrait aussi se mobiliser. Le projet de loi 87 actuellement touche l'intégrité des droits collectifs en quelque sorte du Québec. C'est sûr qu'on ne peut pas être tout seul de côté, parce que sinon, le projet de loi, on va se le faire imposer comme un bien. Est-ce que le projet de la loi 97 doit être visité? Moi, ma position, c'est que ce serait carrément de mettre ça en poubelle. Carrément. Mettre ça dans la poubelle, puis recommencer sur des bases plus solides, plus équitables, plus respectueuses de nos nations et de nos droits.
Donc voilà, un enjeu, honnêtement, c'est assez récent. J'ai pas, personnellement, je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, mais on va en entendre certainement parler au courant de l'été parce que là, les communautés autochtones ont commencé à barrer des routes là, forestières. Oui. Alors, je veux dire, ça parle de ça, pas juste dans les communautés autochtones, parce que tout le monde fait de la villégiature au nord. Ouais. On va être touché par ça. Tout le monde fait des baux de villégiature. Si c'est dans des zones qui seraient réquisitionnées par l'industrie forestière, ils vont se faire expulser. Donc, ça touche tout le monde. C'est ça. Puis c'est ça, c'est peut-être on en entend de plus en plus parler, je trouve, dans les dernières semaines. Là, il y a comme un boom de ça. Puis c'est un peu ça qui dit que ça ne sera pas juste les communautés autochtones qui doivent travailler et s'y opposer. Je pense que c'est un peu un travail collectif dans le sens que ça touche aussi l'ensemble du Québec, finalement, du territoire forestier. Donc voilà. On pourrait dire entre autres, les pauvres autochtones, ils font pitié, là, mais il y a quand même plusieurs choses qui sont faites par les Autochtones pour justement se sortir de ce cycle de trauma-là et d'inégalité. Donc, il y a eu, par exemple, la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015 qui a sorti plusieurs appels à l'action qui touchent autant les universités que différents ministères, différents ministères, c'est ça, dans laquelle il y a vraiment des recommandations qui permettraient justement d'arriver à une réelle réconciliation avec les peuples autochtones. Il y a eu des appels à la justice avec l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, où est-ce qu'il y a eu plusieurs témoignages de femmes et de personnes autochtones. Il y a plusieurs plans d'action, entre autres la PNQL qui a sorti un plan d'action sur le racisme, la discrimination. Les Nations Unies aussi qui ont fait la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, il y a des choses qui se passent en ce moment. Il y a des ressources qui existent, puis il y a des organisations qui travaillent très fort là-dessus. Donc, je pense que c'est bien de se mettre un peu au courant de ce qui est fait là, de la part des communautés, parce que ça donne souvent un peu des réponses à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Là. Souvent, ça va se retrouver beaucoup dans ces appels-là. Plus personnellement, si on cherche à s'éduquer, à comprendre, moi, j'ai mis certaines ressources que je trouve qui sont très pertinentes pour quelqu'un qui commence, qui veut apprendre un peu plus sur les nations autochtones. Le premier, c'est Tu n'as pas l'air autochtone. Si je clique dessus, là, c'est un document, en fait, ici. Un document avec plusieurs préjugés. Il parle du principe de Joyce par rapport à Joyce et Echaquan. Ils vont faire un portrait démographique. Un préjugé, les Autochtones ne s'entendent pas entre eux. Puis là, avec un petit peu, ça vient démystifier ce préjugé-là. Les Autochtones ne payent pas de taxes ni d'impôts, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est seulement les Autochtones qui vivent sur une communauté et qui travaillent dans leur communauté qui ne vont pas payer de taxes ni d'impôts. Moi, je vis en dehors de ma communauté, je paye mes taxes, je paye les impôts partout. Donc, et on l'a vu tantôt, c'est plus de 50 des Autochtones qui vivent hors de la communauté. Et même ceux qui vivent dans la communauté, s'ils travaillent en dehors de la communauté, ils vont payer des impôts sur le salaire qu'ils reçoivent. Donc, ça, c'est vraiment une idée perçue que les Autochtones ne payent pas de taxes et d'impôts, ne payent pas leur facture du Bureau-Québec. Donc, je trouve que c'est une ressource qui est quand même intéressante sur les Autochtones. Ensuite, celui-là, il est très, très intéressant. C'est le parcours éducatif de la boîte à outils décoloniale qui va vraiment proposer plein de ressources. Tout ça a été fait par, justement, par Mikana, qui est une organisation autochtone. Donc, quelqu'un qui voudrait commencer à en apprendre un petit peu sur les terminologies, ici, il y a plusieurs ressources qui permettent d'en apprendre sur le sujet, sur le territoire, le nom des territoires, la carte des 11 nations, etc. Donc, c'est une ressource très intéressante qui existe. Ensuite, ici, Voix du territoire, ça, c'est nouveau. Ça fait pas très longtemps que ça a été mis en place. Souvent, ça va être
OK. Il y a beaucoup de professeurs maintenant au primaire, au secondaire qui vont utiliser cette plateforme-là. Là, je vais skipper la vidéo d'intro, là. Mais on peut en apprendre. OK. Exemple, on veut en apprendre un peu plus sur c'est quoi les différentes nations. Bien, si tu as quand même les différentes nations avec leur description, la localisation, la description des communautés et certaines ressources sur les Abénaquis plus précisément. C'est un site qui est assez nouveau, mais qui va continuer d'expansionner en ressources. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi si on veut en apprendre sur une nation en particulier. Puis finalement, il y a cette ressource-là qui est mythes-et-réalités.ca. Il y a aussi un livre qui existe du même auteur. Mythes et réalités sur les peuples autochtones, c'est vraiment une ressource avec beaucoup, beaucoup d'informations sur les peuples, sur l'histoire des peuples autochtones, sur les droits ancestraux, les mythes, etc. Je pense que celle-là, c'est une ressource qui est très complète, qui est plus longue à explorer, mais qui peut être très intéressante pour vous. Donc, pour terminer cette présentation d'aujourd'hui, je voulais revenir sur les mots de l'honorable Murray Sinclair, qui est décédé l'année dernière. Murray Sinclair, c'est un homme politique canadien qui était membre du Sénat, puis c'est un avocat, en fait, des Premières Nations, qui a présidé la Commission de vérité et de réconciliation sur les pensionnats indiens. Puis lui, il disait, c'est l'éducation qui nous a mis dans ce pétrin-là, mais c'est l'éducation qui va nous en sortir. Donc, ça fitait bien avec le thème de la présentation aujourd'hui. L'importance de s'éduquer sur les enjeux des peuples. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour finir ou si on finit ça comme ça. La semaine prochaine, on va vraiment parler des collaborations de recherche. C'est quoi toutes les étapes de la recherche avec les premiers pas. Vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon. Oui. Bien comprendre la loi sur les Autochtones, qui est là depuis 1800, a dit qu'il va avoir le statut d'Autochtone, que ce soit avant la troisième génération. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a encore des statuts d'Autochtones aujourd'hui? Qui sont comme là, tu dis que la deuxième génération. Ouais. Comment c'est possible? C'est ça. Ben, en fait, pour être considéré comme 100%, il faut que tes deux parents soient considérés 100%. Et souvent, ça va être des personnes qui ont continué de vivre dans leur communauté. Puis qu'il n'y a pas eu de mixage, en fait. En fait, ils peuvent être sortis de la communauté, mais il ne faut pas qu'il y ait de mixage. Donc, une personne autochtone qui aurait un enfant avec une personne blanche, une personne 100% qui aurait un enfant avec une personne blanche, ben, l'enfant deviendrait deuxième génération. Okay. C'est vraiment la mixité. Puis ça crée quand même un enjeu dans les communautés parce qu'on est pas mal les seuls au Canada qu'on se pose la question je devrais-tu marier un Autochtone au lieu d'un Blanc ou d'un n'importe quelle autre région? Puis il y a comme quelque chose de. C'est comme une réflexion qui revient. Puis dans certaines communautés, c'est ça, c'est même mal vu de marier quelqu'un en dehors de la communauté parce qu'on sait que ça va mettre fin à la lignée nécessairement. Fait qu'il y a comme tout un enjeu par rapport à ça. Puis c'est quand même un enjeu important parce qu'il y a plusieurs communautés autochtones qui risquent de disparaître dans les prochaines années à cause de ça. Puis là, actuellement, dans certaines communautés, il y a des discussions qui sont faites sur la reconnaissance d'une troisième génération pour peut-être espérer continuer là, cette lignée-là parce que même si une personne a grandi dans la communauté, elle ne sera pas nécessairement considérée comme une personne autochtone, à moins que le conseil de bande. Maintenant, le conseil de bande a le droit d'octroyer des statuts à une personne qui ne serait pas nécessairement deuxième génération, mais là, il faut faire la demande au conseil de bande et tout ça. Donc, il y a comme toute une question d'autodétermination, que les communautés puissent déterminer eux-mêmes qui est membre de leur communauté. Mais oui, c'est quand même des enjeux complexes. Dès que c'est des personnes qui restent dans la communauté, ça reste première génération. Ben là, c'est ça, je n'ai pas voulu mélanger. C'est vraiment dès que une personne 100% a un enfant avec une personne 100%. OK. Là, cet enfant-là va être considéré 100%. Oui. Ça va, statut. C'est ça. Des années. Exact. Sinon, dès que
Le mix, comme tu dis, c'est tout de suite Nécessairement, il y a une fin à ça. Là. comme pas de marge de. Ouais. Ben, tu sais, comme moi, exemple, je suis enceinte, mais mon mari n'est pas, il est pas autochtone, donc mon enfant, puis moi, je suis deuxième génération. Fait que mon enfant n'aura pas le statut. C'est ça, la lignée s'arrête à moi. Je pense oui. Des fois, il doit y avoir des cas pendant ces temps où il n'y a pas nécessairement. C'est pas possible de trouver ce statut-là quand il est invité. Oui, ça, c'est complexe aussi. Tu sais, il y en a qui, nécessairement, s'il y a eu une séparation avec la famille, tu sais, moi, j'ai un exemple, je connais quelqu'un qui est Mohawk, mais tu sais, qui a grandi en centre jeunesse. Donc, il y a eu comme une séparation avec ses parents. Puis lui, il ne s'est pas fait reconnaître son statut alors qu'il aurait droit. Mais là, c'est complexe pour lui d'aller prouver son statut parce qu'il n'y a plus de contact avec ses parents qui pourraient offrir les preuves, etc. Donc, c'est assez compliqué, puis ça crée quand même des traumatismes là, chez certaines personnes qui considèrent réellement qu'ils y ont droit. Mais oui, c'est assez. Cette question-là, c'est vraiment un travail qui est fait avec les conseils de bande, puis dépendamment de l'ouverture des conseils de bande, il y en a qui vont accepter, il y en a qui vont refuser d'octroyer le statut. Oui. Les communautés inuits ne sont pas dans la loi sur les Indiens. Ouais. Je me demandais, mais il existe des traités. Mm-hmm. Si un non-autochtone, donc un non-inuit va s'installer dans une communauté inuit, est-ce qu'il acquiert de fait les mêmes droits que les Inuits qui sont là? Comment ça marche? Bonne question. Je pense pas. Écoute, je vais avouer que pour les Inuits, je ne suis pas assez au courant de ce qui se passe, mais je crois que les Inuits, eux-mêmes aussi, ils ont des systèmes de gouvernance qui décident de qui a droit au statut ou pas. Fait que je ne pense pas qu'une personne qui s'installe dans une communauté inuit va nécessairement avoir les mêmes droits que les autres personnes de la communauté. Ça serait ma réponse, mais là, je dis ça, puis je ne peux pas te le confirmer à 100%. Oui. Do you have influence, indigenous language influence in Canadian English or French? Oui, yes, that it influenced their language a lot. For example, Quaticook, the town Quaticook, and Magog, they are both Abenaki terms. I see. Okay. So that it's really present in our society, but maybe people don't know it so much. But yeah, Should they have a literature? Sorry? Should they write in their language? Sorry, Uh-huh. Le type d'écriture? C'est ça, je pense que the way they write, the Abenaki, is very recent. No? They copy the way of writing of the or letters. Only they have the 8. But for example, the Inuit, they have their own comment tu dis image. I don't know if you already saw the Inuit. Yeah. What it looks like. So yeah, that's very, very different. You know, our letters. Yeah. Yes. Question? Oui? Tu parlais de la colonisation de la communauté inuit, puis j'avais entendu parler des familles en 1950, de Inukjuak. Là, c'est venu d'Amérique Nord du Québec, c'était pas au courant, jusqu'à Resolute Bay et Riskia, donc dans le fin fond au nord de l'Arctique. C'est comme une localisation culturelle entre Inuit, entre parenthèses, mais des contextes complètement différents. Ben tiens, on va y amener des gens là-bas. Ça va être plus facile pour plein de mais ça aussi, ça va être choqué. Oui, il faut dire que les Inuits n'habitaient pas autant dans le nord avant qu'ils soient localisés dans vraiment que les colonisateurs décident non plus, vous allez aller plus haut. Là. Eux, ça a été tout un ajustement de vivre dans des conditions aussi extrêmes, alors qu'ils étaient habitués de vivre quand même un peu plus dans le sud du territoire. Ils étaient quand même les plus hauts, mais ils n'étaient pas autant sur la berge là, comme on voit actuellement.
Et oui, il y a eu beaucoup finalement, c'est un peu le gouvernement de l'époque qui a décidé, ben, vous allez être là, vous allez être là, puis c'est eux qui ont décidé ça allait être quoi le territoire de ces communautés-là. C'est plus sur une question sur les axes de recherche qui ont peut-être déjà été étudiés, mais avant, il y avait une certaine mobilité entre les communautés, là, avec les communautés qui sont sur des minuscules territoires. Je ne sais pas est-ce qu'il y a plus de cas de maladies héréditaires? J'imagine ça peut être. Oui. Oui, ben oui, pour vrai, en fait, au niveau de la génétique, ça ne sera pas rare qu'il va y avoir, parce que nécessairement, en restant dans la communauté, en restant entre eux, ben, il peut y avoir plus de troubles génétiques, là. Fait que moi, j'avais entendu ça, mais c'est le cas aussi pour ceux qui habitent au Saguenay, là. Honnêtement, ça va peut-être un peu plus exciter, mais oui, effectivement, c'est clair qu'il y a comme ça referme. Mais on voit beaucoup, par exemple, de personnes, une personne autochtone Atikamekw qui va marier un Anishinaabe. Ça va être un enfant Atikamekw Anishinaabe, exemple. On voit ça beaucoup, là, qui vont d'une communauté à l'autre, vont se matcher entre eux. Mais probablement qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches là, sur la génétique, mais ça s'en vient. Il y a des recherches qui sont faites vraiment en collaboration avec les communautés pour pas qu'on utilise juste les données de recherche-là, puis on en fait ce qu'on en veut. Ouais. Oui. Dans votre idée aussi, il y a quand même de plus en plus, puis beaucoup de gens non autochtones qui s'approprient, admettons, l'ancestry autochtone, admettons, qui s'identifient comme étant autochtones sans vraiment l'être. Y a-t-il des statistiques là-dessus, admettons, sur à quel point c'est un problème ou pas? C'est-tu un gros problème, un problème mineur? Oui. Ben, il n'y a pas de statistiques qui sont sorties, mais c'est un gros problème. C'est juste que c'est seulement les communautés autochtones qui en sont au courant, là. Je pense que c'est comme un problème qui est un peu passé sous silence, là. On n'en parle pas beaucoup. Il y a eu, dans les médias, ça avait ressorti un peu plus en 2020, là, juste avant la COVID. Puis là, depuis, il n'y a pas eu beaucoup de retours là-dessus, mais oui, surtout au Québec, il y a vraiment une tendance au Québec à vouloir aller chercher cette identité-là autochtone. Puis il y en a qui toute leur vie se sont fait dire qu'ils étaient autochtones parce que leurs parents faisaient partie de ces regroupements-là de métis avec un petit M. Donc pour eux, c'est comme leur identité là, qu'on vient challenger. Fait que c'est quand même compliqué, puis ça crée des conflits assez importants. D'ailleurs, actuellement, là, il y a en cours, il y a une femme Atikamekw que sur les réseaux sociaux, elle a présenté, en fait, il y a une femme au Québec qui écrit des livres, qui donne des conférences, puis elle s'appelle La Métisse, OK? C'est son nom qu'elle se donne. Puis elle, c'est pas une métisse avec un grand M, là, c'est une métisse avec un petit M, puis elle utilise un peu ce statut-là de métisse pour justement faire un peu mousser son entreprise, on va dire. Donc, il y a une femme Atikamekw qui a présenté ça sur ses réseaux sociaux en disant ben, ce n'est pas une vraie personne autochtone, etc. Puis là, elle s'est fait emmener en cours pour diffamation. Donc là, c'est en cours actuellement. Là, je pense que c'est il y a 2 semaines. Là, puis c'est comme un premier cas comme ça au Québec. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort de ça, parce que les allégations sont vraies, dans le sens qu'elle n'est pas reconnue au sens de la loi. Mais là, en tout cas, on va bientôt savoir un peu ça va être quoi les impacts, parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de conséquences là, pour ces organisations-là, métisses, là, de faux autochtones. Même que souvent, dans les dernières années, par un manque de connaissances générales de la population sur c'est quoi un groupe autochtone qui est réellement reconnu, ils ont eu accès à beaucoup de subventions, beaucoup d'appui financiers, finalement, ces regroupements-là, par des organisations qui étaient peut-être moins au courant, même par le fédéral. Là. Le fédéral donnait de l'argent à ces organisations-là, ne le fait plus maintenant, mais ça a été très présent. Ici, à la ville de Sherbrooke, il y a l'organisation Kitsné, que j'ai mentionné tantôt, qui recevait quand même
encore aujourd'hui, qui a droit à certains tarifs préférentiels en étant comme une organisation. Donc, ils ont des tarifs préférentiels pour louer des locaux, pour organiser des événements dans les parcs et tout ça. Mais il y a beaucoup de discussions en ce moment entre les Abénaquis et la ville de Sherbrooke pour tenter de retirer cette organisation-là qui crée, exemple, une marche le 30 septembre pour les enfants qui ont été dans des pensionnats, qui organise une journée le 21 juin, qui est la journée nationale de l'histoire des peuples autochtones. Il y a comme un malaise que ce soit eux qui représentent ça, alors que c'est comme un peu malaisant, mais c'est pas comme un problème qui est encore pris suffisamment au sérieux. Ici même à l'Université de Sherbrooke, il n'y a pas si longtemps, il y octroyait encore des bourses d'études qui étaient réservées à des personnes autochtones, à des personnes de ces organisations-là, parce que la personne qui s'occupait de ça, elle ne savait pas. Ça arrive au plus. C'est réglé. C'est ça. J'ai entendu parler aussi des autochtones aux États-Unis et les communautés autochtones, comment? aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'il y a genre des interactions, mettons, entre les autochtones Canada? Faut bien un peu sur ça. Oui. Oui, il y a beaucoup en fait, du fait que les nations continuent, par exemple, moi, la nation Mohawk, Ganyan-Guéraga, elle part du Québec, elle va en Ontario, puis elle termine dans l'État de New York aux États-Unis. Du coup, il y a encore plusieurs interactions entre eux. Même chose chez les Abénaquis. Il y a plusieurs nations autochtones, finalement, la même nation dépasse la frontière géopolitique Canada-États-Unis. Puis d'ailleurs, avec tous les enjeux récemment avec Donald Trump qui voulait imposer une certaine des taxes et tout ça, les personnes autochtones ont le droit de traverser la frontière et de traverser aussi des objets à la frontière sans être soumis à ces tarifs-là nécessairement. Donc ça aussi, c'est comme, on parle de ça, mais on ne parle jamais merci, on ne parle jamais comme justement des relations entre ces communautés autochtones-là. C'est jamais dans le discours, c'est jamais dans la réflexion, alors que ça a un impact pour eux aussi. Mais oui, il y a des relations. Aux États-Unis, c'est vraiment différent, le fonctionnement. L'histoire est différente, puis eux autres, ça ne sera pas nécessairement par génération, ça va être par, ils appellent ça comme le pourcentage sanguin. Ça va être vraiment comme, puis eux, ça se rend jusqu'à la 3e génération, on va dire. Mais c'est quand même très différent. Mais oui, il y a plusieurs relations, les Autochtones. Ouais. Oui. Il y a un lien avec Donald Trump. Cet hiver, avec justement Gaël Lucille, donc l'étudiant au département, donc on a fait les limites du gouvernement. Nous parler dans tout ce contexte-là de néocolonialisme qui est propulsé par ces crises, etc. Dans le temps, ça ramène les combats et les questionnements en lien avec ce qui est arrivé dans le passé, tout ce bagage de colonialisme. Puis là, il y avait rendu banalisé en mode blagueur, mais on va venir sur notre pays. C'est tellement de choses qui ont été considérées pour puis aller dans ce sens-là, puis c'est un discours qui est revenu. Ça m'échappait beaucoup. Personnellement. Oui. Non, mais toute la question ne prend pas en considération jamais l'impact que ça va avoir sur les communautés, puis l'impact que tout ça a eu aussi dans les dernières années. C'est comme. Oui. Effectivement. Oui. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça a fait? C'est parce que, je pense pendant super longtemps, le statut d'autochtone n'était pas transmis si la femme autochtone avait un enfant avec quelqu'un non autochtone, alors qu'il était transmis si un homme autochtone avait un enfant avec une femme non autochtone. Puis ça, je pense, c'est plus le cas depuis quelques années, je ne sais pas exactement. Mais est-ce qu'on sait, genre, d'un point de vue statistique, si dès le départ, une femme comme un homme qui a un enfant avec quelqu'un de non autochtone, l'enfant avec statut autochtone, les pourcentages de population autochtone au Québec ou au Canada, par exemple, comparativement aux 2,6 ou aux 2,3% qu'il y a aujourd'hui. On a une idée de ça? Je suis sûre de comprendre la question. C'est le pourcentage sur quoi exactement?
Tu sais, comme pendant super longtemps, il y a plein d'enfants qui n'ont pas eu le statut d'autochtone Ouais. parce que c'était leur mère qui était autochtone et que leur père était blanc. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas prétendre au statut autochtone et qui sont devenus des Canadiens lambda, disons. Et si, dès le départ, en fait, la mère avait le droit de transmettre le statut autochtone, est-ce qu'on a une idée de ce que serait la proportion d'autochtones aujourd'hui dans la population, comparativement au fait pourcentage que c'est? En fait, il y a eu un ajustement par rapport à ça. Récemment, il y en a beaucoup qui ont retrouvé leur statut autochtone récemment parce qu'ils ont changé dans la loi que justement, si c'était une femme qui mariait, qui avait un enfant, parce que, bon, juste pour vous mettre en contexte, là, selon la loi sur les Indiens, avant, je pense, je me souviens plus de la date, mais je pense que c'est avant 1985, quelque chose comme ça, si une femme avait un enfant avec un homme blanc, nécessairement, elle perdait son statut et l'enfant n'avait pas le statut, puis elle devait quitter la communauté. Tandis que si un homme avait un enfant avec une femme blanche, la femme blanche obtenait le statut et l'enfant aussi nécessairement. Il y avait comme vraiment une égalité selon le sexe. Là. Il y a eu plusieurs personnes qui auraient en principe eu droit au statut autochtone, mais qui ne l'ont pas eu à cause que c'était leur mère qui les ont. C'était leur mère qui était autochtone et pas leur père. Mais il y a eu un ajustement de ça. Ce qui fait qu'il y a. Moi, j'ai une collègue ici à l'Université de Sherbrooke qui a retrouvé son statut il y a 4-5 ans. Parce qu'elle, justement, je pense que c'était sa grand-mère qui avait perdu son statut. Elle l'a retrouvé, puis finalement, dans la lignée, comme ça fait qu'elle a le droit au statut. C'est pour ça, en principe, ces personnes-là ont pu retrouver leur statut aujourd'hui. Mais c'est assez récent. Bon. Merci beaucoup.